J'ai récemment lu une biographie de Louis XVI. Dans cette biographie, l'auteur retrace la vie du roi de manière chronologique, en décrivant sa personnalité, ses traits de caractère et en essayant d'expliquer les choix qu'il fit lorsqu'il régnait sur la France. Voilà le résumé détaillé de ce livre. Le livre commence d'une manière inhabituelle. C'est un genre de flash-forward. L'auteur nous parle de la dernière nuit et de la dernière matinée de Louis XVI. Comment il se confesse, comment il va à l'échafaud et comment il est exécuté. La question qui occupait son esprit pendant cette matinée est de savoir si la métropole avait reçu ou non des nouvelles d'un navire parti explorer des îles lointaines. Dans cette scène d'ouverture, l'auteur présente Louis XVI comme quelqu'un qui est calme, stoïque, qui n'a pas peur face à la mort et il, Louis XVI, montre même la curiosité scientifique. L'auteur appelle cela une fin réussie. Après cette scène introductive commence l'histoire de Louis XVI racontée de façon chronologique. L'enfance de Louis XVI. Nous découvrons que Louis XVI était un garçon pas aimé de ses parents, qui, à l'origine, n'était pas destiné au trône. En effet, le futur Louis XVI avait un physique jugé peu gracieux et une santé fragile. Il avait un frère aîné qui était beau et sûr de lui. Son frère était promis au trône, destiné à devenir plus tard roi de France. Mais durant son enfance, ce grand frère est tombé d'un jouet, s'est blessé à la hanche et à la suite de complications, il est mort. C'est alors du jour au lendemain que Louis XVI devient l'héritier, le futur Louis XVI est mis sous les feux des projecteurs pour ainsi dire. Au passage, son vrai nom est Louis-Auguste, mais lors du couronnement, il abandonnera Auguste et nous le connaissons comme Louis XVI. Bref, l'histoire continue et malheureusement, le futur Louis XVI perd ses parents car il meurt de maladie. L'auteur nous explique que en ces temps anciens, n'importe qui, même des aristocrates, même des princes du sang, avait de grands risques de mourir de maladie car les maladies étaient présentes partout et que la médecine était rudimentaire. Ensuite, les morts autour de Louis XVI se succèdent. Après la mort de ses parents, l'enfance de Louis XVI est malheureuse. Il a un caractère réservé. Il est timide et paraît être une personne sans grande envergure. Il parle peu. Des personnes influentes à la cour du roi de France à cette époque ont conseillé d'instruire le futur Louis XVI selon les préceptes moraux et religieux très stricts. Durant toute sa vie, Louis XVI restera profondément croyant. Le futur Louis XVI apprend ses cours moraux, religieux, scientifiques, etc. Mais curieusement, il se passionne pour des travaux manuels et surtout pour la fabrication des serrures. Durant cette partie du livre, nous découvrons plus en profondeur la personnalité de Louis XVI. Il n'était pas vraiment une mauvaise personne, mais plutôt une personnalité contradictoire. Il était prince de sang, était destiné à devenir un jour roi, mais aimait la serrurerie. Il était réservé et taciturne, mais ça lui arrivait de répondre, de réagir de façon brusque, même violente, sans raison. Il avait des passe-temps cruels, comme par exemple pousser ses domestiques sous un arroseur d'eau dans le jardin ou chatouiller un vieux domestique particulièrement chatouilleux. Par la suite, il sera attaché à sa qualité et dignité de roi. Il sera toujours pieux, mais il va être intéressé et se montrer favorable aux idées des philosophes Lumière et il soutiendra la Révolution américaine. Mais nous verrons ça un peu plus loin. Bref, Louis XVI a une personnalité incohérente, ce qui est peut-être même plus grave que être mauvais, surtout pour celui qui gouverne un pays. Bref, si ce que dit l'auteur est exact, il apparaît que c'était une malchance qu'une personne comme Louis XVI soit devenu roi de France. Ensuite arrive un épisode essentiel dans la vie de Louis XVI, qui est son mariage avec Marie-Antoinette. Marie-Antoinette a été envoyée en France par ses parents, les monarques de l'Autriche, pour exercer une influence sur le futur roi de France qui sera son mari. Elle est charmante mais peu cultivée. Elle n'a lu que quelques romans légers. Toute sa vie, elle cherchera à prendre plaisir à la vie et à fuir ses responsabilités. Elle est intéressée à une seule chose, faire la fête.
On lui reprochera plus tard le fait de se comporter comme une courtisane et non comme une reine. Quant à l'influence sur Louis XVI durant leur vie commune, Marie-Antoinette ne réussira jamais à avoir une véritable influence sur son mari, mais curieusement, elle prétendra exercer une influence. Alors pourquoi? Elle expliquera elle-même dans une lettre: si d'autres personnes ne seront pas persuadées que j'ai une influence sur mon mari, alors je perdrai la dernière chose que j'ai, la croyance des autres dans mon influence. Mais tout ça, ça sera plus tard. Continuons l'histoire où nous l'avons laissée. La très jeune Marie-Antoinette arrive en France et elle produit une bonne impression sur le roi de l'époque qui était Louis XV. Au passage, il n'était pas le père du futur Louis XVI. Il s'agit, je crois, du frère du père de Louis XVI. Donc Louis XVI est dès le début extrêmement timide avec Marie-Antoinette. Des fêtes sont organisées, les jeunes gens dansent, puis arrive le moment de la première nuit conjugale. Durant cette nuit, Louis XVI et Marie-Antoinette sont très fatigués et ils ne font pas l'amour. Mais voilà un problème embarrassant. Le souci, c'est que pendant presque 10 ans, les premières années de leur mariage, Louis XVI et Marie-Antoinette n'auront pas de rapport charnel. Ils n'arrivent pas à consommer leur union. Une malformation physique du prince est soupçonnée. Des personnes à la cour finissent pas, même par penser que Louis XVI a une malformation des organes génitaux à cause de laquelle il n'arrive pas à avoir des rapports avec Marie-Antoinette. Louis XVI se fait examiner plusieurs fois au cours de plusieurs années par des médecins, mais les médecins ne découvrent aucune anomalie physiologique. Le souci était que le futur Louis XVI était paralysé par sa timidité. Ce n'est que plusieurs années plus tard que Louis XVI et Marie-Antoinette réussiront à accoucher ensemble et ensuite ils auront des enfants. Ensuite, nous voyons comment Louis XVI a été couronné roi de France et comment il a soutenu la Révolution américaine et la guerre d'indépendance. Il faut savoir que juste avant, la France avait perdu une guerre, la guerre de 7 ans. L'Angleterre avait triomphé et la défaite de la France avait été sentie comme très humiliante. Louis XVI, qui au passage était probablement franc-maçon, plus tard après la Révolution, on découvrira des objets maçonniques, comme par exemple un compas maçonnique chez lui. Donc Louis XVI était gagné aux idées des Lumières, des philosophes Lumières, et il va soutenir les États-Unis contre l'Angleterre. La France, d'abord clandestinement et ensuite de façon ouverte, avait envoyé des armes et de la poudre à canon en Amérique. Vers la fin de la guerre, la France a envoyé plusieurs milliers d'hommes qui se sont battus du côté américain. La bataille décisive s'est jouée sur terre et sur mer. Les navires français ont bloqué les navires britanniques dans un endroit, les empêchant de débarquer et massacrer l'armée américaine. Au final, les Britanniques n'arriveront pas à mater les insurgés américains et deux traités de Paris seront signés. Un traité entre les États-Unis et la France et un autre traité entre les États-Unis et l'Angleterre. La France a gagné et l'humiliation qu'il avait subie pendant la guerre précédente, la guerre de 7 ans, semble effacée. Le problème pour Louis XVI, c'est que les États-Unis qui ont gagné leur indépendance sont une république et même une république avec des éléments démocratiques en germe. Ce qui va se passer, c'est que le peuple en France, l'opinion publique en un mot, va regarder les États-Unis avec un intérêt et une idée va croître dans l'esprit des gens. Pourquoi ne pas refaire en France ce que les États-Unis ont réussi à accomplir, établir une république? Les Américains l'ont fait, pourquoi pas nous? Alors, avant les États-Unis, il existait déjà des républiques en Europe, des républiques marchandes au nord de l'Italie et aux Pays-Bas. Mais ces anciennes républiques européennes étaient considérées comme inintéressantes car oligarchiques. Bref, le plus important est là, Louis XVI a contribué à la victoire des États-Unis et par là, il a rendu sa future chute encore un peu plus possible. Il a contribué à sa propre future chute. Ensuite, nous voyons comment deux choses très importantes se passent. D'abord, le peuple de Paris commence à détester Marie-Antoinette. On lui reproche de dépenser trop, d'avoir trop d'influence sur son mari et de ne pas
se comporter comme une digne reine de France. Et la deuxième chose, c'est que la France est extrêmement endettée et Louis XVI décide de placer à la tête de ses ministres un homme qui va mener les réformes fiscales. Le problème, c'est que les courtisans dépensent trop d'argent. Trop d'argent est investi dans l'armée et dans d'autres choses qui sont nécessaires ou pas. Les grandes familles aristocratiques de France ne payent pas d'impôts. Les parlements de ville, il y avait des institutions comme ça dans la France de l'Ancien Régime, bloquent toutes les initiatives du roi. Louis XVI va essayer de nommer des personnes à la tête des finances publiques, mais c'est le chaos. D'abord, Louis XVI place à la tête du gouvernement un banquier suisse, Necker. Necker paraît efficace, mais les intrigues de la cour et des familles puissantes de France le font tomber. Ensuite, Louis XVI va placer successivement trois ou quatre autres ministres plus ou moins compétents. Dans la majorité des cas, pas du tout compétents. Chaque fois, les intrigants font tomber les ministres. Par ailleurs, ce qui est plus grave, les parlements et les grandes familles bloquent de façon irresponsable et égoïste tous les projets qui ont pour but de faire de sorte que eux, les nobles, payent des impôts et aussi d'amoindrir leur pouvoir. L'auteur explique ça très bien et on voit à quel point le comportement des grandes familles du royaume est choquant. Car la France se trouvait dans un état financier désespéré, mais la grande noblesse fera tout son possible pour empêcher que les problèmes soient résolus, car ils veulent par-dessus tout, égoïstement, ne pas payer et avoir tous les pouvoirs, euh, et notamment bloquer les initiatives royales qui ont pourtant comme but l'intérêt général. Bref, le problème financier paraît ne pas avoir de solution. La situation est de plus en plus critique. Chacun, et quand je dis chacun, je veux dire les aristocrates, chacun agit pour lui-même sans se soucier de l'intérêt général. Pendant ce temps-là, Louis XVI de lui-même imagine et tente de mettre en pratique d'autres réformes, notamment l'abolition de la torture pratiquée sur les personnes accusées par la police de crime. Il s'agissait d'une torture qui était à l'époque largement pratiquée avant l'interrogatoire de police. Les réformes judiciaires sont une chose, mais dès que Louis XVI recommence à vouloir mettre en pratique des réformes fiscales, il se heurte à un mur, c'est-à-dire à des assemblées de nobles qui rejettent violemment toute réforme qui requiert de leur part un quelconque effort. Les familles royales et les familles nobles refusent obstinément toute réforme. À l'occasion de ces véritables batailles devant les assemblées de nobles, une chose apparaît, que l'Ancien Régime n'était pas un régime où le pouvoir du roi était craint et despotique. À un moment, les nobles disent même qu'il faudrait débourboniser la France. Donc l'Ancien Régime était très différent de ce qu'on pourrait imaginer, à savoir un régime totalitaire proche des régimes totalitaires du XXe siècle dans lequel les hommes riches et pauvres vivraient dans une peur permanente. Ensuite, l'auteur aborde l'épisode de la vie de Louis XVI où celui-ci convoque les États généraux. C'était une sorte d'assemblée où siégeaient les députés représentant tous les habitants du royaume. La séance d'ouverture est déjà un désastre. Le prédicateur humilie le tiers-État. Au tout début de la tenue des États généraux, il y a une cérémonie qui est organisée dans une église. Et à l'occasion de cette cérémonie religieuse, l'homme d'église qui officie prononce une homélie. Dans cette homélie, il va commettre deux imprudences qui passeront très mal. D'une part, à la manière médiévale, l'homme d'église va s'adresser au roi en disant qu'il doit montrer son respect à la noblesse et au clergé et d'accueillir les humbles supplications du tiers-état. Donc déjà ça va pas. Ensuite, l'homme d'église qui prononce l'homélie va se tourner vers Marie-Antoinette qui est elle aussi présente dans l'Église et il va dire que les problèmes proviennent de ceux qui dépensent l'argent sans compter alors que le peuple est en train de mourir de faim. Donc là, il monte tout le monde contre la reine et donc contre le roi Louis XVI. Il électrise, il envenime la situation. Je n'ai pas compris pourquoi il a fait ça. On dirait qu'il a fait tout son possible pour que la situation dégénère. Pendant les États généraux, le souci premier qui s'est posé, c'est que la majorité des aristocrates souhaitaient que les trois ordres, les nobles, le clergé et le tiers-état, c'est-à-dire le peuple, les roturiers, siègent chacun dans un lieu différent que
et qu'on vote par ordre. Une voix pour les nobles, une voix pour le clergé et une voix pour le tiers-état. Alors que les représentants du tiers-état voulaient que les trois ordres siègent ensemble dans une assemblée constituée de tout le monde et qu'on vote par tête. En fait, c'était mieux pour le tiers-état car les roturiers représentent la majorité des députés. Il y a blocage et mépris de la part des aristocrates, mais après plusieurs jours de bras de fer et de chaos, le tiers-État déclare qu'il représente 96% des habitants de la France. Il se déclare Assemblée nationale, déclare que l'Assemblée va donner une constitution à la France et que c'est l'Assemblée qui va être à présent l'autorité qui va gouverner la France. Louis XVI essaye de calmer tout le monde mais ne réagit presque pas à ce qui ressemble à un coup d'État de la part de l'Assemblée. Et même il finit par accepter cette nouvelle donne. Et à partir de là, tout va s'accélérer. Alors que Louis XVI, il y a encore quelques jours, était considéré comme le roi absolu, le représentant de Dieu sur terre, un être quasiment intouchable, sacré. Ce même Louis XVI, à cause du déroulement des événements en quelques jours, va perdre son aura. Et quelques jours plus tard, l'Assemblée nationale, c'est-à-dire le tiers-État auquel se sont joints quelques aristocrates éclairés, donc l'Assemblée nationale déclare que le roi, dès à présent, n'a qu'un pouvoir suspensif de signer ou non les lois prises par l'Assemblée. Les choses se sont passées très rapidement et à cause de l'inaction ou du, on peut dire, demi-consentement de Louis XVI à tout ce qui se déroule sous son nez, Louis XVI a perdu l'essentiel du pouvoir. En fait, comme l'explique l'auteur de la biographie, il y a une raison en particulier pourquoi Louis XVI n'a pas réagi. En fait, au même moment, un enfant de Louis XVI était en train d'agoniser. Et effectivement, son enfant est mort quelques jours plus tard. L'auteur souligne une autre chose. Louis XVI a toujours refusé de verser le sang de ses sujets, bien qu'il y ait eu malgré tout quelques fois où des soldats ont chargé la foule dans Paris. Plusieurs dizaines de blessés ont résulté de ces charges de soldats de l'Ancien Régime contre les émeutiers. Et puis l'auteur nous dit que à plusieurs reprises, Louis XVI avait en tête une idée. Ça ne serait pas politique de faire disperser le peuple par l'armée car il ne voulait pas faire envenimer la situation. Bref, à présent, Louis XVI, dont les ancêtres étaient rois absolus et qui lui aussi était roi absolu il y a encore quelques jours, à présent, ce même Louis XVI voit son autorité réduite à une seule chose, signer et approuver les décisions de l'Assemblée nationale. L'auteur nous dit que dans cette situation, si Louis XVI avait été plus habile politiquement, il aurait pu tirer son épingle du jeu et accepter son rôle de symbole de la France. Sauf que Louis XVI n'a pas l'habileté nécessaire. Louis XVI, en son fort intérieur, n'a jamais accepté les principes institués par la Révolution. Il va tenter de fuir la capitale. Avec le concours des aristocrates partisans de la monarchie absolue, Louis XVI va se déguiser en un simple domestique et fuir dans une voiture tirée par des chevaux en direction de la Belgique, lui et toute sa famille. Ses complices ont fabriqué et donné à Louis XVI un faux passeport. Au cours de la traversée de l'Est de la France, Louis XVI passe dans une taverne. Dans la tête du patron de cette taverne naissent des soupçons et après avoir observé le portrait de Louis XVI sur un billet de banque, le patron de la taverne se rend compte que le client de son établissement est le roi lui-même. Sauf que ce patron de taverne ne parvient pas à rattraper Louis XVI qui, entre-temps, est déjà parti. Ce patron se lance à la poursuite de Louis XVI et emprunte un passage qui lui permet d'arriver plus rapidement que Louis XVI dans la ville suivante. Ce patron de taverne qui avait reconnu Louis XVI alerte les autorités de la ville. Ainsi conseillé, les autorités de cette ville contrôlent le passeport de Louis XVI, mais tout leur semble en ordre et les autorités s'apprêtent à relâcher Louis XVI. Alors se produit une circonstance malheureuse. À cet endroit, par hasard, passait une personne qui, plusieurs années auparavant, avait rencontré le roi de France à la cour de Versailles. Ce passant reconnaît Louis XVI, se met à genoux et commence à s'adresser à Louis XVI comme à un monarque. Alors tout le monde comprend que le voyageur n'est autre que Louis XVI. Il est tout de suite arrêté et renvoyé à Paris.
En fait, dans cette partie de l'ouvrage, l'impression que le lecteur avait précédemment est confirmée. Louis XVI était une personne sans cohérence, étrange et qui avait un comportement étrange et incohérent. À cause de son comportement et aussi à cause de la suite des événements, il a fait les plus mauvais choix que possible. Il s'est déclaré pour le peuple, mais écoutait et approuvait les gens de son entourage qui étaient absolutistes. Il a accepté publiquement la prééminence de l'Assemblée nationale et le nouvel ordre des choses, mais ensuite il a essayé de rejoindre la Belgique. Il a fui en catimini, un peu comme un brigand, pire que ça, sous les habits d'un domestique. Bref, il avait pu soit accepter passivement le rôle de roi symbolique dans une monarchie constitutionnelle, cela aurait été bien cohérent, ok. Ou bien il aurait pu faire preuve de courage et de personnalité, faire preuve de caractère et dire ouvertement qu'il ne reconnaît pas toutes les nouveautés introduites par l'Assemblée et qu'il veut que l'Assemblée et le peuple arrêtent d'introduire des nouveautés sans quoi il abdiquerait. Peut-être que cela aurait produit un effet sur le peuple et les élites intellectuelles et la révolution aurait pu être stoppée. Mais Louis XVI a fait la pire chose, être contradictoire dans ses paroles et ses actes. Et d'ailleurs, dans le livre, l'auteur explique que souvent on a reproché à Louis XVI de mener un double jeu. Bref, revenons à l'épisode de la fuite de Louis XVI. Cet épisode est très important car suite à sa fuite, le peuple voit Louis XVI différemment. Le peuple est choqué par le fait que le roi a fui comme un vulgaire fuyard la France. C'est surprenant et indigne, d'autant plus que pour fuir, il s'est habillé comme un simple domestique. Aux yeux du peuple, Louis XVI s'est en quelque sorte dégradé. Cet épisode a rompu le lien qui unissait dans l'esprit du peuple le roi de France à la France. Rapidement, un club républicain est fondé. Au début, une toute petite minorité veut que la France soit une république, mais plus le temps passe, plus des gens veulent que la monarchie soit abolie et que la France soit une république. Ensuite, nous voyons des événements s'enchaîner. Une coalition de princes étrangers menace le peuple de Paris et toute la France en disant que si le peuple fait du mal au roi, Paris sera rasé et les coupables suppliciés. Au final, quelque temps plus tard, la guerre éclate entre la France d'une part et la Prusse et l'Autriche d'autre part. Dans un premier temps, nous assistons à des victoires austro-prussiennes, mais plus tard, deux importantes armées françaises se rejoignent à Valmy, où ces deux armées françaises battent la Prusse. Le retentissement de cette victoire est énorme, car jusqu'ici, les armées prussiennes étaient considérées comme invincible. Grâce à la victoire de Valmy, le peuple de Paris et dans les provinces est rassuré et aussi galvanisé. Mais à Paris, un changement se produit. La foule, les gens de la rue prennent plus d'importance politique. Bientôt, ce qui se passe, c'est comme l'auteur le dit avec ces mots, la victoire de la rue sur l'Assemblée. La foule accède dans un premier temps dans le palais des Tuileries et massacre tous les gardes suisses qui étaient présents dans ce palais. C'est la journée du 10 août 1792. Louis XVI avait juste avant fui le palais des Tuileries et il se réfugie auprès de l'Assemblée car il pense être plus en sécurité auprès de députés, plus en sécurité que nulle part ailleurs. Comme suite de la prise du palais des Tuileries et de la toute-puissance prise par la rue, par les plus pauvres, par les plus virulents et les plus extrémistes qui sont les sans-culottes, l'Assemblée nationale proclame la République. Quant à Louis XVI, il est finalement emprisonné. Ensuite, un genre de paranoïa s'empare du peuple qui commence à déferler dans plusieurs lieux et notamment dans les prisons où le peuple, les sans-culottes, assassinent tous ceux qui se trouvent là-bas. L'idée dans la tête des massacreurs était que des complices de Louis XVI étaient détenus dans les prisons et que si on ne les massacre pas maintenant, ces complices finiront par se joindre au roi et massacrer la population de Paris. En réalité, ceux qui sont massacrés sont surtout des marginaux, des prostituées et des petits escrocs qui se trouvaient en prison pour des petits délits.
Donc Louis XVI est en prison et son procès commence. Il sera jugé par l'Assemblée nationale qui remplira le rôle de juge. Se posent quatre questions à l'Assemblée. Louis XVI est-il coupable du complot avec les monarques étrangers? Doit-on demander au peuple de se prononcer sur la culpabilité de Louis XVI? Quelle est la peine à lui infliger? Et enfin, doit-on lui donner un sursis? Après de longs débats, l'Assemblée dit que Louis XVI est coupable. L'Assemblée nationale statue qu'il n'est pas nécessaire de demander au peuple de se prononcer sur sa culpabilité. Sa peine sera la peine de mort et selon l'Assemblée, il n'y a pas lieu de prononcer un sursis. Ensuite, Louis XVI est exécuté. Fin de la biographie.